Bertrand, dans la vie, quitte à voyager à travers le temps en volant d'une voiture, autant choisir une qui est pleine gueule. Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir tout de suite au lieu d'appeler la police? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Demandez-moi tout, mais donnez-moi ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous demandez? Oh, j'ai libéré les 2 euros. J'ai l'impression que tout est redevenu normal dans cette baraque. Françaises, Français, Belges, chats timides, fans de Stargate et collectionneurs de chevaliers du Zodiac, bienvenue dans l'épisode 8 des Rencontres du Troisième Geek. La préparation de cette émission a été longue et fastidieuse. Non pas car le cœur n'y est plus, bien au contraire, mais en parcourant mes sites habituels où je vais à la pêche aux informations, je me suis rendu compte à quel point l'activité culturelle et vidéoludique est au point mort. Les cinémas sont fermés depuis un bout de temps déjà. Sur les sites spécialisés, les news ne parlent que de projets de spin-off sans casting. On parle des projets Star Wars, dont la simple évocation de la multitude de séries prévues nous procure le même effet qu'une ingestion d'une dizaine de chocobons. C'est marrant au début, mais après on se dit à quoi bon. C'est comme ça pour le cinéma, un peu moins pour les séries. En ce qui concerne les jeux vidéo, c'est aussi le calme plat. Oui, la nouvelle Xbox est là, oui, la PlayStation 5 est sortie il y a déjà quelques mois, mais au final, il n'y a majoritairement que des portages cross-gen de qualité certes, mais pour le moment, on est bien loin de la claque annoncée. Il faut bien accepter que le fait que nous sommes dans un entre-deux. Je pense qu'on est plus proche de la sortie maintenant. Mais cela prendra du temps pour relancer la machine, pour se hyper pour des nouveaux concepts et s'émerveiller encore. Le premier sujet de ce soir parlera justement de cette attente. La culture en général est sur un nouvel espoir de fun, de peur, de joie, mais aussi de déception. Nous évoquerons ces moments fébriles où l'emballement est aussi parfois associé à la crainte d'être déçu. Dans un second sujet, nous parlerons de la machine à café au boulot, des repas de famille qui s'éternisent et autres lieux d'échange, et si la pop culture avait désormais un rôle de lien social. Nous en débattrons avec nos chers chroniqueurs, ils sont là, laissez-moi vous les présenter ce soir. Ce soir, on accueille Émilie. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Émilie, tu étais là à la première émission. Est-ce Ouais. que tu peux nous parler de toi, ce que tu fais dans la vie? Eh ben, je vis et je travaille à Montreuil où je tiens un petit concept store de culture urbaine et de skateboard. Voilà, en gros. D'accord. Eh ben, merci de revenir pour cette seconde émission de l'année. La première, c'était en juin dernier. Je m'en souviens très bien. À une autre époque. On accueille aussi Malik. Bonjour. Bonsoir Malik. Bonsoir. Alors Malik, tu habites où et tu fais quoi dans la vie? Alors moi j'habite dans le 13e et je suis enseignant de français et d'histoire en lycée pro. Ok. Eh ben, et tes passions dans la vie? Ça dépend, j'aime bien le côté sport, j'aime bien courir, j'aime bien le cinéma et la musique. Ok. Eh ben, partons toujours sur le premier sujet, donc jingle, sujet 1. Jingle, sujet 1. Sujet 1, attente et déception. Le spectateur, le joueur, le fan est-il réceptif aux annonces et autres plats réchauffés? C'est un sujet que je voulais évoquer parce que, comme je l'ai un peu dit dans mon introduction, en ce moment, on est beaucoup sur des temps où les choses sont annoncées, mais que de plus en plus, on s'aperçoit que les choses sont annoncées 1 an, 2 ans, voire 3 ans en avance. Alors, est-ce que vous attendez quelque chose en particulier, un nouveau projet que vous avez entendu parler? Vas-y, Émilie, tu veux prendre la parole? Alors un nouveau projet dont j'ai entendu parler, oui et non. C'est-à-dire que moi, ça fait 1 an que je vis avec la VOD. Ça fait 1 an que je vis avec Netflix, avec même j'avoue Amazon Prime, j'en suis pas fière mais quand même, avec Disney Plus et autres. Et ce que j'attends vraiment, c'est de voir des films qui sont faits pour le cinéma en fait, parce que là, je trouve on nous sert un peu une soupe faite pour le petit écran. Alors c'est très bien, ça passe le temps, etc. Mais là, j'attends avec impatience du vrai grand spectacle. Moi, le dernier film que je suis allée voir, c'est Tenet, et j'attends ce genre de claque en fait, parce que moi j'ai bien aimé. Voilà, ça c'est plus le lieu
le lieu et l'émotion du cinéma que j'attends avec impatience. C'est-à-dire le lieu, la salle, l'ambiance. J'espère. On a la chance d'avoir un vidéoprojecteur chez nous, mais quand on regarde des films, on est un peu des Américains. Nous, on applaudit, on crie, on fait des ouh et on adore ça. C'est hyper. Et j'attends un peu ce retour aussi du public et de l'émotion qui est partagée, tout comme j'attends pareil, les concerts. J'ai eu la chance d'assister à des présentations d'albums en privé, en fait, avec quelques personnes, et c'est vrai que j'avais les larmes aux yeux parce que cet échange qu'il y a avec un artiste, un public, ou même un grand écran, mais dès qu'il y a un public, on ressent les émotions aussi des uns et des autres, et ça, c'est vraiment le truc, c'est vraiment le truc qui me manque le plus. Ouais. Et toi, Malik, est-ce que tu attends des choses en particulier, des événements, des films, des séries, Ben là, pas plus tard qu'aujourd'hui, je suis tombé sur la bande-annonce de West Side Story. Donc c'est le film que Steven Spielberg va sortir, donc c'est une reprise. Moi, je l'ai jamais vu, j'ai jamais vu à la télé le film. Je crois que c'est un film des années 70, si je dis pas de bêtises, ou peut-être 80. Comédie musicale, oui. Comédie musicale, mais je l'ai vu justement au théâtre, en format véritable comédie musicale. Et du coup, c'est vrai que la bande-annonce là m'a quand même pas mal donné envie. Notamment, il y a un moment où en fait, si tu veux, t'as une espèce de guerre de gang. Et du coup, Steven Spielberg il a filmé ça un petit peu en mode comment ça s'appelle, Les Dents de la Mer, mais en jouant avec les ombres que les gars des deux différents gangs projetaient en fait au sol. Ça fait un petit effet. Franchement, ça m'a pas trop mal donné envie. Je suis sûr, Émilie, tu peux donner les noms parce que c'est l'histoire de gangs. Tu te rappelles des noms dans West Side Story? Absolument pas. J'ai vu ce film pourtant plusieurs fois, mais j'étais très très jeune. Les Sharks, non les. Oh, j'ai peur de dire. Les Sharks, ça veut dire requin en plus. Ah, alors non, mais. Non. Je suis pas sûr de moi, alors je préfère même Compte pas sur moi non plus. Non, mais parce que c'est extrêmement connu effectivement. Ce sera dans Michto tout à l'heure. Est-ce que vous avez attendu quelque chose en particulier, un film ou une série, et que vous avez été déçu? Alors pendant que vous cherchez, peut-être, moi je peux vous parler de certains trucs. Il y avait un peu ça, j'ai eu un peu ça avec Stranger Things où j'avais adoré les premières saisons, et au bout d'un moment, je me suis dit finalement c'est peut-être pas ça tourne un petit peu en rond, alors que c'était vraiment des choses que j'attendais et que j'étais un petit peu déçu. Après on pourra parler un peu des choses où je m'attendais pas, où on s'attendait pas, mais on était un petit peu quand même rassurés sur le fond des choses. Est-ce que vous avez une idée comme ça, quelque chose qui vous a profondément déçu? Vas-y Malik. Mais en fait, moi, si tu veux, en réfléchissant au sujet, je me suis dit que j'ai jamais pratiquement été déçu par des suites, parce que c'est comme si c'était acté chez moi que les suites allaient être moins bien que l'initiale. Et en réfléchissant à la question, je me suis dit aussi que ça avait pas forcément j'ai même remis en question l'élément chronologique du truc. Si tu veux, en réfléchissant au sujet, je me suis dit, déjà, c'est quoi les œuvres qui ont eu une suite et que t'as kiffé? Et j'ai directement pensé à Terminator, mais j'ai commencé par le 2, tu vois. Souviens-toi, l'été dernier, à l'époque, j'étais ado, j'adorais ça, donc j'ai adoré le 2 aussi. Le Scream, j'ai adoré le 2 avant le 1, et un peu moins que le 1. Mad Max 2, pareil. Mad Max 2, moi j'ai vu le 2 avant de voir le 1, mais après on est un peu déçu du 1 d'ailleurs. Et moi, c'est l'effet que ça me fait. J'ai toujours été déçu des premiers et des suites du 2 que j'ai vu. Ah. Et toi, Émilie, est-ce que t'as... Moi, quand tu me dis les suites dont on a été déçu, je suis un peu comme toi, Malik. Je pense je pense exactement à l'inverse, c'est-à-dire aux suites qui m'ont plutôt agréablement surprise, parce que pour le coup, dans l'ensemble, ou alors c'est dans ma tête, ou alors c'est un concept que la suite est souvent moins bien que l'original. Mais du coup, j'ai que des exemples de suites qui m'ont plu. Et pour le coup, en termes de série, alors sauf effectivement, je te rejoins sur Stranger Things où la saison 1 était vraiment hyper bien, hyper prometteuse, et saison 2, puis alors après, je te parle pas, saison 3 et autres, grosse déception. Mais par exemple, je pense à une série que j'ai vue, maintenant il y a quelques temps, mais je trouve que la saison 2 est vraiment super, c'est Umbrella Academy. Ah oui, bien sûr.
la saison 2, elle est vraiment ça y est, on est rentré dans le fond du problème et on a maintenant des personnages qui sont extrêmement fins, les comédiens sont assis dans leur rôle et tout, et elle est vraiment super, je trouve, la saison 2. Oh, on a plaisir à les revoir en plus. Ça fait Ouais, j'attends la saison 3 là avec impatience. Tout à fait. Alors, j'espère ne pas être déçu. Ouais. Là, ils sont vraiment montés d'un cran, je trouve. C'est vrai. Oui, Malek, tu veux dire quelque chose? Ensuite, t'as quand même eu des daubes. Moi, là, comme ça, je pense, mais du style, comment ça s'appelle? Destination Finale. Ah oui, après tu regardes. C'était c'est une production industrielle après. Oui, oui, bon, ça va avec l'âge d'adolescent que j'avais quand c'est sorti, tu vois. Mais tu regardes en fait, la suite, t'as l'impression que c'est du remixage un petit peu de ce qui a été fait au départ. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous voulez éviter de voir ces films, il y a des magnifiques compilations sur YouTube avec toutes les morts compilées. Et ça, c'est vous perdrez moins votre temps. Vous perdez pas votre temps. Alors, vu que vous parliez des pires suites, alors j'ai quand même trouvé, alors je voulais en parler en fin de sujet, mais là, si vous abordez ce sujet, allons-y. Le classement des 11 pires suites de l'histoire du cinéma. Alors, le classement, il vaut ce qu'il vaut. Hein. Le premier, c'est Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, 2008. Voilà, pire suite. Ah oui, le dernier qui est sorti là. Ouais. Alors, les fans hurlent au scandale. Voilà, ils le reconnaissent même pas. Il y a Underworld Evolution, sachant que le premier est un peu rigolo. Oh, moi, je les aime bien tous. Après, j'ai des perles, hein, des trucs que vous avez jamais entendu parler. Après, j'ai Dirty Dancing 2. Dirty Dancing 2. En effet. Ouais, tu vois, direct en cassette. Est-ce qu'on n'est pas dans le nanar direct? C'est vrai qu'après on n'est pas loin. Blair Witch 2, ça aussi, on savait pas que ça existait. Ouais. Batman et Robin, je pense que c'est une mauvaise blague. C'est comme Jurassic World, qui est considéré comme une suite atroce. Ouais. Après, il y a le Fils du Masque, 2005. C'est vrai qu'il y avait eu ça. Ouais, mais c'est plutôt pour les enfants. Bah oui, mais après tu retires le talent de Jim Carrey, je pense qu'il y a plus grand-chose. C'est clair. L'Histoire sans fin 3. Oh là là, mais ça c'est un crime de lèse-majesté carrément. Transformers 4, Beethoven 3, sachant que faut déjà s'en taper un Beethoven. Le premier 3. Il est très bien. Il est très bien. Au secours. C'est le petit garçon de 7 ans qui parle. Enfin pour moi, Babe le cochon c'est largement au-dessus Beethoven. Largement. Il y en a eu deux des Babe. Ah oui, il y a eu Babe, il devient berger, puis après je sais plus ce qu'il fait. Mais en tout cas, je trouve ça génial. Et surtout le dernier, ça m'a fait un peu de peine parce que j'avais adoré le premier, et j'imagine vous aussi, c'est Speed 2. Dans le 2, il y a quand même Sandra Bullock. Ouais, il y a Monkenou, il est plus dedans, mais il y a Sandra Bullock qui est restée dans le bus, mais c'est avec un bateau. Voilà, c'était les pires second films, les pires. On peut parler de Matrix aussi. Le dernier Matrix, c'était quand même bien pourri, quoi. Oh là, alors j'ai dû le voir qu'une fois parce qu'au bout d'un moment c'est insupportable. Bah. Mais le 2 est déjà, il était pas si. Ah ouais. Alors que le 1 c'est quand même un des films références pour tout. Et ils ont quand même réussi à bien planter la suite, quoi. Et ça va revenir aussi, hein, parce qu'on a déjà eu dans Misto que ça va revenir. Je veux savoir, on en a parlé un peu des bandes annonces tout à l'heure. Est-ce que vous êtes attentif aux bandes annonces? Parce que avant, on avait peu d'informations sur les films, sur les séries, et maintenant il y a des bandes annonces. Et à chaque fois, toutes les bandes annonces paraissent extrêmement intéressantes. En même temps, c'est leur fonction. Mais est-ce que vous dites j'ai vu une super bande annonce, j'espère que ça va être bien? Est-ce que ça marche chez vous? Moi, pas du tout. Au contraire, quand j'étais plus jeune, j'étais vachement réceptif aux bandes annonces, justement du fait d'aller au cinéma et de voir qu'il y avait un moment alloué pour ça. Mais alors les bandes annonces qui passent maintenant sur YouTube compagnie, alors je suis à la ramasse. Moi, grosso modo, je les filme, je les kiffe en ce moment. Enfin, ces dernières années, je tombe systématiquement par hasard dessus. Alors, moi je peux passer des heures devant les bandes annonces. C'est un de mes péchés mignons. J'adore les bandes annonces. Sur Allociné, je peux passer des heures à regarder les trucs pendant des semaines et des semaines de bande-annonce, et je zappe tous les films français parce que on est quand même incapable. T'as vu la bande-annonce dans un film français, tu l'as tout vu, hein. Tu l'as vu en entier. Tu sais déjà l'histoire que la maîtresse va tromper le mec, des machins, que c'est dramatique, etc. Ça, tu zappes. Mais non, moi j'adore les bandes-annonces. Alors, est-ce que tu as déjà vu des mauvaises bandes-annonces?
Ah bah oui, plein. Ah, plein. Mais est-ce que les bandes annonces, c'est des mauvaises bandes annonces ou c'est des mauvaises bandes annonces de mauvais films, selon toi? Alors les deux. Les deux. Les deux, parce que je me souviens d'avoir vu des mauvaises bandes annonces. De bons films. Pour un film que j'ai adoré. C'était, alors attends, Away We Go. Je sais pas si t'as vu ce film de. Non, c'est Sam Mendes. Excellent, mais excellent film que je vous recommande vraiment 1000 fois. Et la bande annonce était vraiment toute naze. Et en fait, il se trouve qu'on est allé voir ce film par hasard. On s'est trompé de film en fait. On voulait même pas aller le voir. Et en fait, c'est un de mes plus gros coups de cœur. Il est génial ce film Away We Go. Et voilà. Et pourtant la bande annonce était pourrie. Donc, voilà. Mais il y a plein de bandes annonces où ils te racontent tellement de films que du coup, bon. Et puis après, selon les pays, c'est pas les mêmes bandes annonces. Aux États-Unis, ils montent tout le film pour être sûr de pas se tromper. Exactement. Et est-ce que vous allez lire les avis sur Internet? Parce que ça, c'est vraiment... moi, je le fais beaucoup avec les jeux vidéo, par exemple. C'est-à-dire que quand je vais acheter un jeu, je vais voir un peu ce que les gens disent, parce que les bandes annonces ne sont plus fiables. C'est-à-dire qu'à partir d'une bande annonce, on peut montrer un produit super intéressant et attractif, mais est-ce que vous passez par la case des sites spécialisés, Malik? Pas forcément spécialisé, mais ouais, je me renseigne si je passe par là comme ça devant un article qui donne son avis sur le film, je le lis. Et je pense notamment à Mandalorian. En fait, c'est un film qui est sorti sur Disney Movie ou Channel, je sais plus. Bon bref, sur la chaîne Disney. Ouais, c'est ça. Et c'est le truc typique moi que je vais pas regarder. Et du coup, j'ai été voir sur internet pour savoir si ça parlait à soit un public d'initiés ou soit si ça allait pas faire trop teenage ou pour enfants. Franchement, les critiques elles étaient super bonnes. Elles m'ont rassuré là-dessus et je suis parti regarder la série et j'ai adoré la série. Ah bah c'est une très bonne série. J'aime bien voir les avis aussi qui sont à côté de la présentation, enfin des bandes annonces ou des critiques, parce que du coup, des fois, ça me permet de mieux comprendre aussi la teneur du film. Des fois, je vais voir des films, moi, je suis pas forcément hyper réceptif, je vais pas tout comprendre. Et dans les avis, l'air de rien, quand tu lis, il y a un tas de cochonneries, mais des fois, il y a quand même des choses intéressantes. Moi, ce que j'aime bien lire, c'est les avis qu'il y a sur les affiches des films. Souvent, c'est magnifique, le grand film. Ça, c'est rien, c'est un gag. C'est magistral. Ouais, voilà. Et ça prouve que c'est des bons films parce que, oui, il y a jamais de mauvaises critiques sur l'affiche d'un film. Et ça prouve que c'est bien. Et qu'est-ce que tu penses de vous ne devinerez jamais la fin? Ah, il y a ça aussi. Ou la 3 va vous étonner aussi. Ouais, c'est ça. Et dernière question, parce que Franck me dit 1 minute. C'est vrai qu'avant dans les films, enfin dans le cinéma, c'était beaucoup les acteurs et les réalisateurs qui portaient le film. C'est-à-dire qu'on allait voir des films, il y avait aussi les séries aussi, mais sur le nom des réalisateurs, et maintenant c'est plus le cas. Je veux savoir qu'est-ce qui est déterminant alors pour vous dans le fait de se dire j'attends ça avec impatience ou pas. Moi le réalisateur par exemple, je me permets de parler moi le réalisateur ça compte beaucoup. Surtout si t'as vu le dernier Nolan, oui. J'attente, voilà, notamment Nolan ou Fincher, on aime bien aussi. Bah oui. Voilà, non, oui, moi je pense que c'est très important. Et les acteurs aussi d'ailleurs, je trouve que c'est dans les films français, moi, Toledano là, je sais plus, enfin les Nakache et autres là, ça, moi je sais que j'y vais par exemple. Tu vois. Malik. Mais pareil pour les films français. Après pour les grosses prods américaines, c'est pas forcément le producteur qui va me donner envie, c'est de voir si plutôt le film va avoir un axe de lecture un peu engagé, s'il va y avoir des gros effets spéciaux, tu vois. Parce que bon, pour payer ta place 10 balles au cinéma, je préfère en avoir pour mon argent. Je suis plus dans ce truc-là. C'est sur un peu le concept plutôt que des noms, quoi. C'est ça. Des thématiques. Très bien. Bon, le temps tourne. C'est l'heure de Michto, pas Michto. Jingle. Michto. Michto, pas Michto, je rappelle le concept. J'ai
17 news que j'ai réussi à trouver sur le net, et Dieu sait qu'en ce moment c'est pas profusion de projets. Donc il y a une news, si vous trouvez ça cool, vous dites c'est michto, et si vous trouvez pas ça cool, ça vous intéresse pas, c'est pas michto. Attention, c'est parti. Bon, première news un peu joueur, même si je sais que vous êtes pas forcément des gros joueurs. CD Projekt Red a remboursé 0,23% du nombre des ventes de Cyberpunk 2077. Faut savoir que c'est un studio qui avait un jeu qui était extrêmement attendu pour le coup, et quand il est sorti, c'était une vraie catastrophe. Et donc ils ont dit, si vous aimez pas, il y avait un formulaire en ligne et vous pouvez, on vous fera rembourser, on vous remboursera le jeu. Et au final, ils ont remboursé 0,23% de leur vente. Donc c'est extrêmement peu, ça fait 33 000 copies, je crois. Vous trouvez ça cool? Moi, michto, je dis. Bah non, moi pas michto. Je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Est-ce que c'est celui avec Keanu Reeves là? C'est pas ça? Oui, c'est celui-là. Non, je trouve que c'est un peu léger comme remboursement. Bon, en tout cas, il y a ceux qui moi j'aime bien l'idée. Tu te foires, tu rembourses. Mais c'est la première fois sur un produit, on va dire de consommation vidéo ludique. Ouais. Michto pas michto. Le film Mortal Kombat sera disponible le 12 mai en achat numérique avant la sortie en salle. Est-ce que le nouveau film Mortal Kombat vous intéresse? Pas michto. Pas michto, Malik? Pas michto. Franchement, Mortal Kombat, c'est un peu comme le film Babe, ou je sais plus quel film tu disais, le titre de film. Vaut mieux que ça sorte en VHS et basta. Bah, moi, michto, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air d'être vachement bien. Moi, je sais pas, c'est pas mon genre de truc. Et... Moi, j'ai adoré Dead or Alive, alors, tu vois, en même temps, en termes de référence. Mais si tu veux, moi, les films comme ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Jean-Claude Van Damme et tout, avec Street Fighter et compagnie. Et oui, mais c'est des troubles. Enfin, pour moi, en tout cas, quand je l'avais vu, j'avais pas du tout apprécié ces films-là, donc. Ah non, mais c'est devenu culte quand même. Bon, Mortal Kombat, il va être bien violent, bien pour les minutes qui sont sur internet là. On peut voir les 7 minutes et ça a l'air d'être vachement bien. Enfin, en tout cas. Eh ben, tu vends bien le film, Émilie. Bravo. J'irai voir ça. Michto pas michto, Stallone va faire une version Director's Cut de Rocky 4. Oh. Et il va changer le nom, ça va s'appeler Rocky versus Drogo, The Ultimate Director's Cut. Parce que c'est la mode des Director's Cut avec les Zack Snyder. Voilà. Alors, est-ce que ça vous pas un michto petit film avec Drogo? Ouais, pas michto non plus. Ah non, je préfère Schwarzy. J'en ai une autre. Non, c'est les Rocky pour vous, c'est pas au Panthéon. Le 1, si. On remarque le 1, le 2, si. Si, mais quand même, Director's Cut, non, ça suffit là. Mais il faudra qu'on s'interroge un petit peu sur ça, parce que si ça devient une mode, on va avoir des Director's Cut dans tous les sens. Ouais. Et est-ce que ça veut dire que les réalisateurs n'ont pas le dernier mot sur leur œuvre artistique? Enfin, c'est étonnant. Michto pas michto, le spin-off de Mad Max consacré à Furiosa va débuter en juin au niveau du tournage. C'est-à-dire qu'ils vont faire, pour ceux qui ont aimé Mad Max Fury Road, ils vont faire un film sur Furiosa, ouais. Furiosa, et voilà, ça va commencer à se tourner. Est-ce que vous avez aimé ce film? Est-ce que ça vous intéresse? Ouais, c'est michto. Ouais, super michto. Alors, je sais pas si elle casting, je me rappelle plus le nom de l'actrice, mais elle était assez... C'était pas Charlize Theron? Des grosses conneries. Non, mais c'était une nouvelle pour la spin-off, ouais. Je l'ai vu passer cette info-là en plus, mais je me souviens plus. Donc c'est pas Charlize Theron? Non. Bah, il se peut que ce soit peut-être avant, en tout cas. C'est Stewart ou un truc comme ça. Bon, quand même, il faut un nom. Alors, oui, ça, j'ai vu ça, j'étais assez hypé pour le coup. Le tournage du film Flash, vous savez que Flash c'est DC Comics, et il va y avoir un film Flash. Alors on pourrait dire on s'en fiche un peu, mais surtout on va revoir Michael Keaton dans le rôle de Batman. Ouais. Et est-ce que c'est avec Ezra machin? Comment? Est-ce que c'est toujours avec Ezra, comment il s'appelle cet acteur là, celui qui fait Flash dans la série, dans le Snyder? Ah, bonne question, je ne sais pas. Moi, j'ai surtout mis ça dans Michto parce que je trouvais ça fou d'avoir Michael Keaton au rôle de Batman. C'est vraiment un truc qu'on n'attendait pas. Et surtout, je crois qu'il y aura, je me permets de te couper, il y aura Michael Keaton et Ben Affleck. Je crois que Ben Affleck, il avait pas fait un bid lui en jouant dans un comic. Pardon? Ben Affleck, il avait pas fait un bid en jouant un rôle dans un comics. Daredevil. Daredevil. Apparemment, il était pas terrible. Daredevil. Non, c'était pas terrible.
Pas terrible. Bon, Michto, pas Michto, il y aura Mads Mikkelsen dans le casting d'Indiana Jones 5. Alors, je pense qu'il pousse un peu avec des acteurs un peu sympas pour... Michto fatigué. Et moi, Michto sans avis. Ah, vous faites un nouveau concept. Michto neutre. Bon. Michto neutre. Hein. C'est un nouveau concept. Bon, Michto, pas Michto, les filles d'à côté, Jean-Luc Azoulay et Cyril Hanouna préparent une suite de la série. Au secours. Eh ben, j'espère que le comment ça s'appelle, le personnage qui tenait la salle de sport sera moins caricatural. Ah. Si suite il y a, et venant d'Hanouna, je suis pas sûr qu'on va avoir quelque chose de bien. Bon, bref. Sauf que ça passerait plus maintenant, Malik. Je vois à quoi tu fais référence sur le. Je suis pas sûr que ça passerait. Non, je suis pas sûr que ça passerait pas, pardon. Ah, si, quand même. Ah, des trucs comme ça. Quand tu vois que, alors, tu vas me dire peut-être ça n'a rien à voir, mais l'acteur qui double Apu dans Les Simpsons, oui, c'est excusé d'avoir. Enfin voilà. En même temps, on n'est pas aux États-Unis, mais non, il est hors de question qu'il y ait un truc comme ça. Non, bah avec Cyril Hanouna, je peux te dire que. Bon. Est-ce qu'on peut dire c'est la question se pose. Le Michto de la honte. Michto de la honte. On peut faire les Michto d'or en français. Les Michto d'or. Les Michto Awards. Il y a un truc à faire. Hein. Ouais. Stranger Things saison 4, pas de diffusion avant 2022. J'attends quand même. Moi, j'attends quand même parce que quand tu payes l'abonnement, tu payes pas plus. Alors je me dis. Ouais, Michto quand même. Moi, j'ai hâte aussi. Même si on n'attend pas grand chose, à vrai dire. Ouais, c'est vrai. Mais un peu quand même. J'attendais rien, mais je suis quand même déçu. Ouais, pareil. Michto, pas Michto, la saison 2 de Witcher arrive avant la fin de l'année. J'ai pas vu. Donc Michto. Michto, oui, Michto. Michto. Bah oui. Ouais. Bah faut oui. un peu mieux que la première quand même. Hein. On espère, ouais. Michto, pas Michto, la série Les Poupées Russes va bientôt revenir sur Netflix. Je sais pas si vous avez vu cette série, Les Poupées Russes, sur c'était une femme qui refaisait toujours la même chose et qui mourait à chaque fois qu'il revenait. Moi, ça m'a un peu fatigué, moi. Bon. Ouais, ça a l'air déjà vu. Ouais. Michto, pas Michto, Chucky va avoir sa série en 10 épisodes aux États-Unis. Une série avec Chucky. Mais peut-être Michto, hein. Ah. Là, pour le coup, c'est un film, moi, qui m'a marqué quand j'étais plus jeune. Il y a eu des suites, les suites étaient, enfin, moi, je les trouvais ridicules. Mais le premier Chucky faisait flipper. Donc, s'ils arrivent à reprendre les trucs, s'ils arrivent à reprendre les éléments qui sont aussi flippants que dans le premier, moi, je dis oui. Ah ouais, tu dis Michto? Ah. Ouais, Michto, ouais. Michto. Mais il y en a plein de pourris qui sont sortis, donc. Ah bah bien sûr, là, c'est une catastrophe. Michto, pas Michto, va y avoir une saison 3 de la série Atlanta avec Childish Gambino. Atlanta, vous avez vu la série? Non. Moi, je commence en ce moment là, je suis dedans. Ah, c'est bien. En tout cas, il y a une série, une saison 3, t'as de la chance. Bon. Je vois qu'il est temps de passer au sujet 2, mais avant de ça, je vais quand même dire que c'est une info qui m'a bien fait kiffer. C'est une cartouche de jeu vidéo de Super Mario 3 sur NES qui était scellée. Elle était vendue à 131 500 €. Et donc, c'est considéré comme le jeu vidéo le plus cher. Voilà. C'est quelqu'un qui avait gardé très attentivement un exemplaire du Super Mario 3. Passons maintenant au sujet 2. Donc, jingle sujet 2. Jingle sujet 2. Alors, la pop culture, j'avais mis la pop culture est devenue la culture dominante. Alors, sans transition, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Moi, vous avez 4 heures. Ouais, vas-y. C'est la ligne. Moi, je trouve que c'est devenu une culture pour une certaine catégorie de la population. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Après, est-ce que tu peux expliciter un peu plus? C'est une culture qui est, pardon, vas-y. Hein. Non, vas-y, Émilie, après. C'est une culture qui est gratuite, souvent, ou très peu chère. C'est une culture qui est digeste, je dirais. Et où justement on n'a pas besoin d'avoir énormément de références pour le coup plus culturelles profondes pour l'accepter et l'apprécier, et c'est une culture populaire, donc voilà, donc forcément c'est une certaine catégorie de la population. Je prends pour exemple, quand tu vas au théâtre à l'Odéon par exemple, tu vas retrouver
qu'une catégorie de la population dans le théâtre, ce qui est d'ailleurs très triste. Hein. En même temps, c'est des places qui sont chères, etc. Oui, c'est un argument économique. Et avec des gens en col blanc d'une cinquantaine d'années, blancs pour la plupart. De toute façon, est-ce que la pop très culture, pas elle est... mix, quoi. Oui. Enfin, même pas mix du tout, faut être juste. Et voilà. Et moi, c'est pour ça notamment que j'aime beaucoup la pop culture et la culture urbaine, que j'englobe un peu dans la pop culture. Thomas, est-ce que justement la pop culture, elle est pas faite pour justement, est-ce que la pop culture ne serait-elle pas en phase de devenir dominante, justement parce qu'elle est pas faite pour parler à certaines infimes catégories de la population, du style les élites. Tu vois, Émilie, elle parle des opéras ou des pièces de théâtre que tu vas trouver à Odéon, au théâtre du Châtelet, où la place elle coûte 120 balles. Il y en a très peu c'est accessible à très peu de personnes. Pourtant, je disais cette semaine que en fait les personnes, je sais pas si on peut parler d'élite, mais les personnes les plus favorisées, les plus privilégiées, qui notamment vivent dans le 16e, la jeunesse se faisait de plus en plus influencée par toute cette mode venant du 94, 93, voilà, des cités de Marseille, etc., notamment dans le style vestimentaire. Bien sûr. Donc est-ce que c'est un phénomène qui est lié à la jeunesse? Mais j'aimerais vous entendre là-dessus parce que qu'on soit d'accord. Qu'est-ce que vous entendez par pop culture? Pour moi, la pop culture, c'est la culture de masse. C'est la culture qui va parler au plus grand nombre, ou à un nombre très important de la population. Donc même la culture dite élitiste, ça va être une culture de masse, puisque si tu vas au Louvre, qui lorsqu'il va au Louvre, s'identifie dans son quotidien aux œuvres qu'on va y trouver. Tu vois des œuvres de Napoléon, tu vas voir des œuvres de religion, etc. Personne ne s'identifie à ça au quotidien. On fait pas partie de cette élite-là. Pourtant, ça fait partie de la culture ça fait partie de la pop culture, puisque c'est de la culture de masse, puisque le Louvre est le musée le plus fréquenté en France, et je crois dans l'un des musées du monde les plus fréquentés. Alors c'est marrant parce que moi j'associe la pop culture aussi à la culture de la consommation. Dans le sens où déjà pour moi la pop culture c'est quelque chose d'assez récent. Et c'est aussi en lien avec la consommation du divertissement en fait. Et en ce sens-là, je te rejoins pour sur le côté bref, ce que tu disais. mais c'est vrai que pour moi, il y a vraiment un lien avec le divertissement, par exemple les jeux vidéo, que ce soit même des œuvres anciennes qui sont reprises en pop culture, notamment la Joconde, pour le coup, a été énormément repris dans la pop culture en fait. Tu les vois dans du street art, des graves dans la rue, on la reprend. Voilà. Alors pour moi, j'entends en pop culture en fait c'est la culture qui, alors ça revient vers la période de la grande consommation. On est plutôt sur quelque chose à partir de 4 moi je dirais 80. Pour moi c'est l'émergence des nouveaux médias, c'est-à-dire les trucs pop culture. Ça va parler ce dont on parle depuis le début de l'émission, c'est-à-dire qu'on va parler de Retour vers le futur, de Terminator, des Chevaliers du Zodiac, de ces trucs-là. Bon, pour moi c'est ça, donc c'est forcément lié à des trucs de vieux, des trucs de quarantenaire un peu dans lesquels je me retrouve forcément. Enfin, moi j'entends un petit peu ça. Et pourquoi je pose la question en disant que c'est devenu la culture dominante, c'est que je trouve que c'est partout, bon avec la botte du rétro gaming, mais par exemple si vous vous amusez à lire toutes les paroles de PNL, vous allez avoir des références aux jeux vidéo, de Shenmue à Blanca, à Street Fighter, et il y en a beaucoup. Et même visuellement, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve, qui sont reprises et qui parlent à tout le monde. Moi, c'est à ça que j'associe la pop culture. Après, moi, la pop culture, je pense qu'il y a une pop culture par génération qui va venir marquer des générations différentes. Mais c'est pas forcément né, selon moi, à partir des années 80. Je me souviens plus du gars, mais il est hyper connu. Il a fait des espèces de posters avec des boîtes de conserve. C'est Andy Warhol. Andy Warhol, c'est pas des années 80, il me semble, c'est avant. Non, c'est un pionnier de la pop culture, d'ailleurs. C'est un exactement, c'est un pionnier de la pop culture, et c'est bien avant les années 80. Comment il s'appelle, Elvis Presley? Oui, c'est toutes les sérigraphies mis en plusieurs avec les Beatles avec leur boys band. Tout ça a été repris après. Mais ça c'est la pop musique.
qui fait partie, je pense, et pop, mais c'est vrai que pour le coup, Andy Warhol, on est effectivement dans la pop culture, mais après, mais moi, la musique aussi, ça fait partie de la culture. Ah bah, si tu prends Michael Jackson, Voilà, c'est vraiment pop culture. C'est ce qui est pas Michael Jackson, mais complètement, ouais. Bon. quelque chose qui parle à tout le monde et qui reste extrêmement abordable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être forcément initié dans beaucoup de choses. Pepsi s'en est chargé pour nous présenter un produit bien ficelé, donc c'est un peu cassé la figure avant. Moi, j'ai l'impression que il y avait des domaines qui étaient réservés et c'était pour ça que je voulais aborder cette question-là, en tout cas sur le sujet de l'émission d'aujourd'hui. C'est avant, j'ai l'impression qu'avant il y avait des sujets ou des thèmes qui étaient réservés un peu pour alors ce que aux États-Unis ils appellent les geeks et les nerds, c'est-à-dire que les gens qui sont ultra calés dans des trucs et qui sont à 4 ou 5 et qui comprennent un peu certains sujets ou certaines œuvres, parce que maintenant, par exemple, je voulais prendre l'exemple de Game of Thrones. On aurait dit à 30 ans que tout le monde serait passionné pour une histoire avec des batailles, avec des dragons. Les gens auraient dit mais c'est des trucs, c'est des trucs d'ados un peu attardés. Ces trucs-là, Donjons et Dragons, ça reste l'image parce qu'il y a dans Stranger Things, c'est des gars dans leur dans la cave de leurs parents qui jouent à des jeux totalement décalés, alors que maintenant ça reste grand public. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Mais moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, et du coup, ça rejoint ce que disait Émilie peu de temps avant par rapport au divertissement. J'ai lu que comment Game of Thrones n'a failli jamais voir le jour, parce que justement, les gars qui payaient la série, en fait, qui finançaient la série, disaient mais cette série, c'est pas du divertissement, elle est trop compliquée. On se croirait dans un espèce de, tu sais, d'œuvre mythologique en fait, où bon, chacun peut avoir son interprétation, puis ça va traiter de plein de sujets différents, aussi supernaturels, enfin, avec les dragons que des problèmes de famille, de pouvoir, etc. Et les gars n'ont pas voulu payer. Enfin, à la base, ils étaient réticents à financer ça parce que ça avait trop attrait à être complet en fait. Médiatisé, parce que peut-être qu'ils s'attendaient pas à ce que ce soit la série la plus vue, mais la plus piratée en tout cas. Je pense qu'ils trouvaient le format pas assez, ou trop intelligent entre guillemets, trop complexe, donc pas assez divertissant. En fait, la pop culture, je sais pas si je vais arriver à bien exprimer le concept, mais en fait c'est devenu une culture, mais pas au sens, je dirais pas au sens historique de l'histoire, dans le sens où, par exemple, quand on va faire des études d'art, on peut imaginer qu'on apprend la culture, mais on apprend tout sauf la pop culture. On apprend l'histoire de l'art en fait. Et je trouve que la pop culture s'est insérée dans l'histoire de l'art en fait. Et ça c'est assez exceptionnel parce que c'est pas des artistes forcément qui font la pop culture. Il y a évidemment des artistes, mais il y a aussi des concepts de consommation, des marques, marketing. C'est tout un environnement populaire encore une fois. Qui fait cette culture, mais va dire encore une fois, vraiment on est dans la grosse caricature, hein, mais à un anti du 16e qui va salut les gens du 16e cultiver, d'ailleurs on dit cultiver, connaître la pop culture. Aujourd'hui on ne dit pas qu'on est cultivé quand on connaît la pop culture, bien au contraire, alors que pourtant c'est vraiment une culture. Mais c'est un côté péjoratif, mais en même temps, la pop culture, je suis pas sûr en fait qu'elle soit née dans les années 80, même 60. Mais si tu remontes au 20e siècle, pardon, au 19e siècle, tous ces peintres-là, au départ, c'était considéré comme, je dis n'importe quoi, mais Pissarro et tous les autres, même le sculpteur Rodin, etc., ils étaient considérés comme étant des c'était de la pop culture en fait, ça parlait à tout le monde, mais les gens de la haute déconsidéraient un peu le truc. Et aujourd'hui, tu peux parler à quelqu'un qui se dit très cultivé, il fera pas mainmise sur toute l'histoire de l'art du XXe siècle, qui comprend justement ces artistes-là qu'on ne voulait pas forcément, ou plutôt qu'on considérait au début comme étant de la pop culture trop simple, pas assez futuriste ou trop, tout ça. En fait, la culture est considérée comme une sous-culture. En vrai. Parce que je pense que c'est co-substantiel, t'as raison, hein. La pop culture, c'est co-substantiel à l'art. Bien sûr.
Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'art, c'est la pop culture. Tu parles aux jeunes dans les classes et tout, ils vont te parler de Gaga, ils vont te parler de Beyoncé, mais c'est du vu, du déjà vu et du revu qui effectivement a débuté. En fait, ils ont pas les avec Michael. références ils ont pas la référence de la référence de la référence, quoi. C'est ça. Et c'est tout le temps la même chose et ça se répète. Alors moi j'ai envie de citer Banksy. Alors chaque fois je sais pas où est le K, le S, Banksy. Et c'est vraiment de la pop culture par définition, mais c'est surtout c'est plutôt les idéaux politiques qui sont véhiculés derrière et le message, mais plus qu'une compétence artistique. Et tu peux Shepard Ferré aussi, hein. Comment? Excuse-moi, j'ai pas entendu. C'était Shepard Ferré aussi. Alors ça, je suis pas expert dans ces trucs-là. Oui. Oui, on va dire c'est tout ce qui est art graphique. Effectivement, c'est. Alors, je pense qu'il y a Allez, j'ai envie d'avancer deux arguments. Déjà sur les possibilités maintenant graphiques de faire des choses peut-être avec des ordis ou de faire des trucs qui sont un peu plus faciles. Et deuxièmement, je pense qu'il y a, on va dire, depuis la fin des années 70 et l'apparition des mouvements punk et tous les fanzines, tout ça, les radios libres, et on est bien placé pour le savoir, c'est d'envie de faire des trucs et d'être un petit peu décomplexé. Et ça laisse la place à des artistes, des créateurs qui sont pas du tout, qui sont pas entravés par des non-connaissances techniques qu'on peut trouver, même Malik, dans ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux peintres et aux sculpteurs. Je pense que c'est des gens qui ont forcément bossé des choses avant, qui ont fait des choses différentes, mais avant ils ont dû passer par la case apprentissage. Et ils ont innové, c'est pour ça que ils ont innové, mais je pense qu'ils ont dû se bouffer des grands classiques comme ça. Je vois qu'il reste une minute. Est-ce que je voulais vraiment revenir un petit peu sur le facteur lien social et ça c'était l'idée de départ, mais on s'en a un peu écarté, même si c'est pas très grave parce que c'est intéressant la discussion. Mais est-ce que vous observez un peu un changement du point de vue des gens de l'extérieur? Parce qu'avant il y a des choses qui étaient considérées comme vraiment faites pour les publics très très ados et que maintenant c'est beaucoup plus démocratisé. C'est-à-dire qu'avant peut-être on parlait des feuilletons, je sais pas si vous vous souvenez, on regardait des feuilletons, on regardait pas des séries quoi. Est-ce que maintenant j'ai l'impression que tout le monde regarde les séries et que des gens qu'on n'a jamais vus, au bout de 30 secondes, si on aime les mêmes séries, on est copains quoi. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous observez ça? Enfin, déjà on n'a plus que ça à faire en ce moment. Donc forcément on regarde que des séries tous. Mais il y a pour parler des séries, il y a eu il y a eu une explosion des séries de qualité aussi. Le feuilleton c'était chaque jour ou chaque semaine t'avais un épisode. Maintenant avec les plateformes en streaming et autres en VOD, t'as tout d'un coup. Donc là ça prend tout son sens le principe de la série en fait. Et bon, ça c'est un autre sujet, mais est-ce que ça crée du lien? Évidemment, il y a qu'à nous voir. Oui, bien sûr. Ah, bravo Malik. Bah moi je pense que c'est le mot de la fin, Malik. Ouais, mais c'est un gros lien, surtout pour les jeunes. Ils ont besoin d'appartenance et du coup ils se lient par rapport à des choses qu'ils ont en commun. Ils vont regarder les mêmes séries et ils sont capables aussi, je les vois tous les jours, de te dire qu'ils ont aimé ou kiffé une série alors qu'ils l'ont même pas vue. Juste pour appartenir à un groupe. C'est michto, ouais, j'ai vu. C'est michto, mais pas michto parce que bon, je l'ai vu, mais pas vu quoi. Mais je te kiffe. Hein. Bon, bah, c'est super mot de la fin pour le sujet 2. Bon, c'est l'heure des chroniqueurs vous répondre. On va avoir besoin de vos éclaircissements, vos éclairages. Jingle. Vite, sauvez-moi. Je sais plus quoi faire. Je suis vraiment perdu. Donnez-moi votre avis. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Vite, aidez-moi. Les chroniqueurs vous répondent. Ah, magnifique jingle. Je crois que c'est mon jingle préféré. Alors, on a reçu beaucoup de courriers de la part des auditeurs qui ont des problèmes. Donc, je vais vous les lire de ma plus belle voix et vous allez devoir un peu donner vos éclaircissements vous en tant que professionnel de la profession. Attention, Edith de Bagnolet. Bonjour, j'ai un iguane du nom de Juju. Or, j'utilise régulièrement un micro-ondes chez moi. Faut pas rigoler, parce qu'après j'ai du mal à lire. Existe-t-il un risque qu'il se développe comme Godzilla? Et si oui, serait-il plus judicieux d'emménager au Japon, où ils sont plus habitués? Merci. Moi je réponds, regarde Gremlins. Pareil. Mais fais gaffe, hein. Et surtout fais gaffe.
Donc, selon vous, pour répondre à Edith, pas de risque que l'iguane devienne Godzilla? Avec le micro-ondes. Ne mets pas ton iguane dans le micro-ondes. Ah non, mais voilà. même, Mets-le au four. Mets-le au four, voilà. Avec un Edith, peu de sel et de poivre. Voilà, un peu de sel. Courrier de Jean-Mimi de la Cité de l'Espoir, ça Montreuil encore. Bonjour la radio. J'ai un fantôme chez moi qui mange tout ce qu'il y a dans le frigo et laisse des miettes partout dans la maison. Dans ce cas-là, je sais qu'il faut appeler Ghostbusters, mais dans la chanson, il n'y a aucun numéro de téléphone. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît, à les joindre par téléphone ou par fax? Alors, est-ce que quelqu'un a un numéro de Ghostbusters? Mais j'ai pas le numéro de Ghostbusters. Par contre, je sais qui est le fantôme, je sais qui est le monstre. Oui, Ouais. C'est Jean-Mimi lui-même. Ah, tu penses que Jean-Mimi... Non, mais parce que c'est vrai que... C'est un fantôme qui a à l'intérieur, au niveau de la... Comment ça s'appelle, du nombril, et qu'on a tous vers 16h30, 17h, Ah, tu penses et que qui nous c'est ça? pousse à manger beaucoup de choses sucrées, salées, sucrées, voilà. Bon, la Sinon, il y a le Oui. 118, hein. Oui. Ou le 15. peut-être. 118, 712. Faut pas faire le 15. Non, le 15, on évite. Sinon, il y a des On évite en messieurs ce qui moment. vont venir avec des petites... Courrier de Philippe Delila. Philippe. Alors, bonjour. Depuis peu, dès que j'évoque mon prénom, des jeunes et moins jeunes m'interpellent avec une voix aiguë. Alors, bon, Philippe, je sais où tu te caches, et je vous en passe et des meilleurs. Or, je ne participe à aucun jeu de cache-cache ou gamelle. Peut-être en saurez-vous davantage. Il faut qu'il appelle Jean-Mimi, hein. Non, Philippe, ça vous dit rien? Attends, Philippe. Mais ça a l'air d'être Non, le c'est même pas grave. problème. Non, j'ai pas la ref, moi. Vous avez pas la ref, bon, c'est pas grave. Vous irez voir Hitman le Cobra avec Philippe. Ouais. Là, d'ailleurs, il est dans le générique de l'émission, d'ailleurs, parce que je l'ai mis. Courrier de Jean-Pierre de Romainville. Fin gourmet et amateur de bon vin, j'adore passer du temps à table. Or, depuis le Covid, je ne puis me rendre au restaurant. J'ai vu récemment Le Silence des agneaux à la télé, et le docteur Hannibal a évoqué une recette intéressante, mais je n'ai pas eu le temps de la noter. Merci pour votre retour. Je cherche activement à me remettre derrière les fourneaux en attendant la réouverture, à la mi-mai, si tout va bien. 115. Alors, Alors, il faut du Chianti, en tout cas, ça, c'est sûr. Ah ouais, t'as le vin, mais je sais plus exactement. Pourtant, j'ai vu il y a pas longtemps, effectivement. Est-ce que j'ai mangé... Ça vous dit quelque chose? Bah oui, oui. J'ai mangé son foie. C'est le foie qui mange? Ouais. Ouais, c'est le foie. Il le fait flamber, même, je crois. Hein. Avec Grand Marnier, peut-être? Non. Non, il y a Non. déjà le Chianti. Oh, ouais, mais ça, c'est un vin qui accompagne? Avec un petit... Et puis... Ah, faut faire ça après. Donc, Jean-Pierre, on a le vin, tout ça. Bon, On a le vin, Jean-Pierre. passez à la boutique d'Émilie, elle vous fera la recette. Courrier de Mamadou de Boboche. Bonjour, j'ai lu sur internet, et c'est donc probablement vrai, que les événements qui se déroulent dans Mad Max 2 ont lieu en 2021. Je suis particulièrement fan de ce film et du seigneur Humungus. J'aimerais qu'il se présente en 2022 en France. Pourriez-vous relayer à l'antenne ma pétition pour qu'il se présente pour les prochaines élections? Merci bien. Alors il y a un lien là qui est marqué là, donc c'est quoi? C'est Change. C'est quoi la plateforme? C'est Vote for Change. Je sais pas. C'est quoi, non? Change.org. Change.org. Ou à base, ou... Alors, est-ce que vous seriez prêt à voter pour un candidat comme le seigneur Humungus? Bah, je pense que on en a une qui arrive. Elle est déjà là. On en a deux d'ailleurs, ils sont déjà là. Moi, je pense que ce sera un bon candidat parce que Oui, la peste, le choléra ou le... il a un bon talent d'orateur et je trouve ça plutôt cool. Courrier de Tatiana Delanou. Malik, ça te rappelle des... Ah oui, des souvenirs. Tatiana Delanou. Bonjour, c'est le cœur gros que je vous écris. Fan d'animaux et de cinéma, je me faisais une joie de regarder le film Tigre et Dragon. Sauf que, du début à la fin, à aucun moment, on ne voit des tigres et ou des dragons. Comment tromper le spectateur à des fins mercantiles? Avez-vous une autre explication pour ce titre? Bah, en vrai, elle veut vraiment qu'on réponde. Bah, bien sûr, vous êtes les experts, les gars. Mais parce que les tigres et dragons, c'est des trucs de kung-fu, là. Ouais, mais elle s'attendait à avoir des tigres et des dragons. Enfin, moi, je comprends, hein, tu vois. Ah, et d'où les bandes annonces. D'où l'intérêt de voir les bandes annonces. Malik, t'as une idée? Pourquoi là, comme ça, je me dis que le tigre, ça existe pas, mais pourquoi il n'y a pas eu de dragon? C'est simple à avoir, je pense.
Je sais pas. Bon, j'ai quand même cherché, hein, parce que j'ai potassé. J'ai préparé cette émission, c'est une émission sérieuse. Hein. Et donc, l'expression tigre et dragon, ça vient d'une expression chinoise. C'est quand les gens révèlent leur talent caché. C'est ça que ça veut dire. Ah oui. C'est une émission culturelle. Oui, j'insiste. Oh là là, on en apprend. Sébastien de Robespierre. Robespierre, c'est le quartier. Hein. C'est pas son nom de famille. C'est pas un bourge du 16e qui va au théâtre de l'Olympie. On l'aura fait. On aura taillé une chemise. Hein. Oh oui, c'est vrai. Bonjour. Pourriez-vous, s'il vous plaît, redire à toutes et tous qui est Zelda et qui est Link? Merci, parce que j'en peux plus. Link, c'est celui avec lequel on joue et Zelda, c'est la princesse. Qui s'appelle Zelda. Donc. Et c'est Zelda. Oui, c'est Zelda. Non mais effectivement, il a raison, Sébastien, parce que les gens, chaque fois qu'ils voient Link, ils disent c'est Zelda, alors que non, c'est un prénom breton, c'est Zelda. Je regarde Pat Le Guen, il reste combien? Link, oui. Ouais. Pat Le Guen, il reste combien de temps pour la chronique? 2 minutes. Attention, on passe tout de suite à Liliane Dupré-Saint-Gervais. Bonjour Radio Ems, fan de dessins animés des années 80 et 90, je me permets de vous contacter. En effet, je viens de me racheter en DVD l'intégralité d'Ulysse 31. Or, malgré mes recherches, je ne trouve pas les 30 premières saisons. Sauriez-vous où je peux les trouver? YouTube? Ina. Vous connaissez Ulysse 31 quand même, rassurez-moi. Bah oui, la seule série je suis pas assez vieux, désolé. Pour être défoncé. Hein. Non, on connaît pas. Allez, une petite dernière de Jean-Marc de la Boissière. Bonsoir, j'ai grandi avec les séries et les dessins animés, lui aussi. Dans les séries, il y a toujours du suspense, comme par exemple, qui Negan a tué à coup de batte? Ou Buffy a-t-elle survécu? Bon, un épisode, moi j'ai pas vu, alors je vois pas à quel épisode elle a fait référence. Par contre, je trouve que faire une série où l'on sait déjà que Will le Coyote n'attrapera jamais Bip-Bip, c'est vraiment du n'importe quoi. Qu'en pensez-vous? Mais que c'est n'importe quoi. Qui regarde encore Bip-Bip et le Coyote alors qu'on sait très bien que le Coyote ne va pas attraper Bip-Bip? Oui, mais en même temps, il y a un côté très pervers à regarder ce pauvre Coyote s'en prend régulièrement plein la poire. On sait qu'il va pas gagner. Et ce qui nous fait rire, c'est de le voir souffrir. C'est terrible quand même. C'est vrai que c'est un petit peu sadique. Le côté pervers de l'humain. Bon, allez, une dernière, parce que c'est ma dernière en plus. Momo Delila, bonjour, je suis grand fan de la filmographie d'Arnold Schwarzenegger, c'est pour toi Malik tout à l'heure. En cette période de Covid, je me demandais s'il vous semblerait intéressant de pouvoir capturer un prédateur. Qui peut déterminer la chaleur corporelle? Comme ça, on pourrait s'en servir dans les aéroports pour savoir si les gens sont malades. Quelle chouette idée, non? Bah non. Il va tous nous manger, voyons. Il a vraiment vu le film? Ouais, mais c'est vrai qu'il voit la chaleur corporelle pour déterminer au niveau du Covid, surtout avec les... Dans Terminator 2, il me semble qu'il peut le faire. Ouais. Non, Predator. Ah, Predator. Mais dans Terminator 2, que je connais bien, normalement, il peut le faire. Il a des capteurs au niveau des yeux où il peut voir la chaleur de l'autre, où est-ce qu'il est, à quelle distance pour bien viser et tout et tout. Ah, bien joué. C'est vrai que j'ai... peut-être plus contrôlable qu'un Predator qui est quand même une bête assoiffée de sang. Ouais. Puis Schwarzenegger dans Terminator, il est trop bien. Le 2, je veux dire, le 2. Parce que dans le 1, il joue le méchant, alors. C'est vrai. Oh, t'as tout raconté, Melik. Bon, écoutez, il reste à la dernière séquence, le coup de cœur des auditeurs, donc jingle. Coup de cœur. Donc, carte blanche pour les chroniqueurs. Qui veut commencer à parler de son coup de cœur du mois? Malik? Vas-y, si tu veux, je veux bien commencer. Alors, puisque geek rime avec musique, exceptionnellement je crois, j'ai envie de parler d'une chanteuse. C'est une chanteuse marquante, tant elle est pleine de talent et qui est l'autrice aussi de 2 albums qui sont sortis dans la première décennie des années 2000 et qui s'appellent Avoir la vie devant soi et Miséricorde. Alors ça sort un petit peu du contexte, je crois, mais j'avais quand même... Ta carte blanche, alors je la saisis. Parce que ces dernières semaines, confinement durci oblige, j'ai pas mal bourlingué le soir avec un nouvel ami. Je fréquentais pas beaucoup, mais là je l'ai beaucoup fréquenté. C'est YouTube. Et
c'est peut-être pour être, enfin, je l'ai fréquenté peut-être pour, je me dis des fois, pour être celui qui dit non à cette fatalité qu'on nous a mis à peu près 3 semaines et qui veut qu'à partir de 19h, on ne s'évade plus. Donc mon poteau YouTube et moi-même, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin surtout lui, par sa magie algorithmique, qui m'a mené vers elle, cette chanteuse iconique, fille de Bobigny. Donc l'écoute d'Avoir la vie devant soi et de Miséricorde, 2 de ces gros albums qu'elle a sortis ces dernières semaines, ont eu l'effet sur moi vraiment d'une bombe. Ça a été un véritable retour en arrière que j'ai pas pu m'empêcher d'entendre sonner comme ça à mes oreilles, comme un retour aux sources, quoi. Donc mais c'est qui? Moi j'ai pas compris. il l'a pas dit encore, c'est Système. Et bien c'est le suspense qui va arriver jusqu'à la fin, qui va être dévoilé à la fin plutôt. Et mais du coup pendant ces 3 semaines de confinement, ouais, je suis retombé un petit peu à l'âge de 18 ans, à la période aussi où justement je vivais à Montreuil, et j'ai été en admiration devant elle, qui rend si bien hommage au 93, de Fontenay-sous-Bois à Aulnay en passant par Bobigny jusqu'à dans Montfermeil. Et c'est donc à elle que je dédie mon dernier coup de cœur, à celle qui a renoué et a défait ses chansons au fil des amours, intemporelles, avec une sincérité déconcertante, à celle qui m'a ému ces 3 dernières semaines, à chaque fois que je l'écoutais déployer avec intensité sa culture et ses valeurs, que j'ai considérées en fait proches des miennes, à celle dont la magie poétique qu'elle a retranscrit dans ses chansons empreintes de culture urbaine, vraiment propre au 93, et inspirée en même temps de la culture pop justement des Américains hip-hop des années 2000-2010. Et c'est elle qui m'a fait yamagoniser. Donc c'est Awalen, une chanteuse voilà, chère à mon cœur, que je conseille à tout le monde, tant ces textes sont forts et poignants, et je pense qu'ils pourront parler à tout le monde. C'est vraiment l'icône de la culture pop urbaine, on va dire. Elle est un peu connue, Wallen, mais est-ce que t'as un titre qui devient, c'est quoi un des titres, enfin quelques titres les plus connus de Wallen? Oh, il y a eu Yamagoni, j'ai adoré. Il y a eu Sous le vent, où elle parle comme ça de ses origines, du trajet en fait, un petit peu que tous les jeunes issus de l'immigration, en tout cas à travers leurs parents, ça c'est sûr, ou des fois eux-mêmes, ont traversé pour regagner des villes comme Montreuil, comme Bobigny, comme Bondy. Il y a La vie devant soi, il y a ses intros, il y a On renoue comme on défait, il y a plein de choses. Ok, bah merci Malik pour cette présentation brillante et extrêmement complète. En tout cas, on voit bien le chemin pour arriver à cette chanteuse et dans ce qu'elle dégage. Émilie? Alors moi comme ma boutique est jugée non essentielle, j'ai le temps de binger énormément en ce moment, et donc j'ai bingé pas mal de séries et de films en ce moment. Et la dernière que j'ai vue, c'est Shadow and Bones, et je dois dire que j'ai apprécié. Il y avait un peu ce que j'attendais dans The Witcher et que j'ai pas eu. Le côté complètement magique, c'est un peu steampunk. Il y a vraiment un univers, on est vraiment on est dans le rêve, on est dans la magie, on est dans l'aventure, et en même temps c'est assez cool. Voilà, donc ça j'ai bien apprécié. Ok, et c'est sur Netflix, tu as dit tout à l'heure? C'est sur Netflix. Ok, bon. Eh ben, ça va être déjà l'heure de se quitter, ça passe tellement vite lors de chaque émission. Il nous reste à remercier Franck à la réalisation. Merci les chroniqueurs. Merci à tous. Avec plaisir. Du mois d'avril, Malik et Émilie. Malik qu'on peut retrouver sur son vélo, mais à son travail. Et Émilie qu'on pourra retrouver à la boutique Phoenix, bien entendu, à Montreuil. Prochaine émission, bientôt au mois de mai, donc ça arrivera très vite. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci à tous. Merci, salut. Salut. Je sais où tu te caches. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est plein gueule. Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir tout de suite au lieu d'appeler la police? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Demandez-moi tout, mais donnez-moi ce que je vous demande.
mal dans cette baraque. Ne te laisse pas détruire comme l'a fait Obi-Wan.